Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Vika, très heureux les gones de vous retrouver pour la causerie du jour avec au menu un programme très chargé parce qu'on va parler de Mercato, le dossier Tagliafico qui va rester à l'OL pour notre plus grand plaisir, on évoquera aussi les comptes de l'OL qui ont été publiés aujourd'hui, les résultats de l'exercice 24-25 et on finira sur un petit point que je voulais voir avec vous sur comment j'envisage l'OL d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, parce que je pense que tactiquement, on va un petit peu évoluer pour différentes raisons, et ça, je voulais en parler avec vous. Ce sera l'instant tactique de la vidéo. Avant de commencer, les amis, que vous soyez Marseillais, Parisiens, Stéphanois, car oui, il y en a aussi, que vous soyez Lensois, Lillois, Bordelais, Nancéens, il y en a aussi qui m'écoutent sur la chaîne. Bref, pensez au petit pouce qui fait vraiment très plaisir, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde, et depuis que chacun prend ce réflexe-là, les gones, la chaîne progresse à vitesse grand V. Donc vraiment, merci pour ça. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le Mercato, Tagliafico. Est-ce que selon vous c'est oui ou non une bonne nouvelle? Moi je pense que oui, j'en suis vraiment convaincu. Si vous pensez comme moi que l'OL va évoluer tactiquement durant la saison, pensez aussi à me le dire en commentaire. Et enfin, si vraiment vous aimez beaucoup le contenu et que vous ne voulez plus rien manquer sur le 11 lyonnais, pensez à vous abonner et activer la cloche. Merci par avance à toutes et à tous les amis. On commence donc par, dans l'ordre, le dossier Mercato, avec le cas vraiment hyper important de Nicolas Tagliafico, qui va, selon l'équipe et Hugo Guillemets, donc revenir à l'OL et signer un nouveau contrat de 2 ans plus une en option. C'est une excellente nouvelle pour moi, les amis, vous me le direz pour vous en commentaire, parce que, à mes yeux, Tagliafico, c'est le type de joueur qui non seulement est fiable, c'est un joueur qui déçoit rarement, il a un niveau, je dirais, assez linéaire quasiment tout le temps, entre 6 et 8 sur 10, c'est jamais très brillant, jamais non plus très mauvais, c'est vraiment un gars qui est fiable. Et donc il est fiable défensivement, hyper intelligent tactiquement, il est mature, il a beaucoup d'expérience, du leadership, bref, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, incarne bien le projet OL, les valeurs du club. Quand on parle de valeurs et d'ADN OL, bien souvent je réfute l'idée que ce serait uniquement lié à l'origine de quelqu'un. En fait, pour moi, c'est un petit peu réducteur de dire que l'ADN OL, c'est seulement parce qu'on est lyonnais, né à Lyon. Ça n'a pas grand sens. Les grands joueurs qui ont fait l'histoire du club ne sont pas tous lyonnais. Et là, en l'occurrence, Tagliafico, il est l'un de ceux-là qui sont vraiment, je trouve, à tous les niveaux en termes de valeur, d'abnégation, de travail, de mentalité. Il est irréprochable. Et des joueurs comme ça, il en faut même plus que ça à l'OL. C'est tellement important. Des mecs qui donnent tout, qui se dépouillent, qui sont hyper intelligents, qui sont tactiquement malléables, on l'a vu. Sous Fonseca, sous Pierre Sage aussi, Tagliafico a toujours été l'un des éléments phares, fondamentaux, qui peut à la fois être commencé comme latéral gauche, et évoluer au cours du match, devenir quasiment un piston gauche, puis venir conclure sur un centre par une tête plongeante, un genou, un tibia. Il a un profil qui est tellement intelligent tactiquement, et en plus, champion du monde, quoi. Donc, quand on est l'OL version low cost, le fait de re-signer un mec comme lui, pour moi, c'est forcément une excellente nouvelle, et qui me fait très plaisir, parce que j'avais un petit peu d'inquiétude, je me disais, est-ce qu'à gauche, on va vraiment faire une saison entière avec le seul Abner comme valeur à peu près sûre, encore que, et en soutien Chaïb ou Laziri, j'étais un petit peu inquiet, mais si on part sur un tandem comme l'an passé, Tagliafico numéro 1, et en numéro 1 bis, numéro 2 Abner, pour moi c'est très bien. D'ailleurs, il faut le dire aussi, hein, Abner qui a souvent été critiqué, contre Hambourg, il a fait, pour moi en tout cas, un bon match, un pied gauche très sûr, et quand c'est bien, il faut aussi le dire. Donc voilà, pour moi, le cas Tagliafico, c'était un point positif pour l'OL, une très bonne, une excellente nouvelle, dans un mercato compliqué à gérer, et qui vient solutionner un vrai poste qu'il fallait, sans lui, améliorer. On a aussi donc la confirmation que je vous disais avant-hier, à savoir que Malik Fofana désire non pas un club de PL moyen comme Everton, mais un club du top 6, un club ambitieux qui vise la Ligue des Champions. Je vous l'avais dit, j'avais eu quelques échos qui me le confirmaient assez clairement. Malik veut un club ambitieux qui joue la plus grande, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Donc, le deal avec Everton, c'est pas que je n'y crois pas, je pense qu'il est possible. Si demain, ils mettent sur la table 45 millions, l'OL dira OK, et le joueur dira oui aussi si le salaire fait x5, x6, évidemment. Mais je pense que Malik est un garçon extrêmement intelligent, qui sait où il veut aller, où il peut aller. Il a un profil qui est, je pense, PL compatible à tous les niveaux. Il a les qualités intrinsèques, verticalité, percussion, fort dans le 1 contre 1. Il peut répéter les efforts, il a un beau volume de jeu. Donc je ne serais pas étonné que d'ici quelques jours,
un top club dégaine le montant pour lui. On le sait, c'est un petit peu un jeu de chaise musicale, le mercato, et là en l'occurrence sur le poste d'ailier gauche, avec Liverpool qui devrait vendre au Bayern Munich Luis Diaz pour, je crois, environ 50 et quelques millions d'euros. On peut imaginer que si Liverpool vend Luis Diaz, le choix numéro 1 ou tout en haut de la liste, ce serait Malik. Ça paraît évident. Il a les qualités tellement adaptées à ce football-là de transition. Et avec un coach comme Arne Slot, ça paraît tellement évident. Lui qui aime le foot vertical, de transition et d'intensité, le mariage Liverpool-Fofana, il est naturel. Donc si Malik devait quitter l'OL, j'espère de tout cœur pour lui qu'il partirait pour un club de grande stature et pas un club relativement moyen de PL comme Everton, même si je l'ai dit sur Twitter en commentant, j'ai expliqué un point qu'il faut je pense avoir en tête, c'est que l'Angleterre, la PL, c'est une ligue qui est quasiment semi-fermée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait en Angleterre, il y a tellement des moyens qui sont colossaux par rapport à l'Europe, par rapport à la France par exemple, que le but pour un joueur, c'est pas de forcément signer dans le top 5 d'Angleterre, c'est d'au moins mettre un pied dans l'Angleterre, dans la PL. Pourquoi? Parce que le top 5 anglais, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool et d'autres que j'oublie, eux, ils ont des moyens pour tout de suite prendre des top players, ceux qui sont vraiment les plus convoités. C'est pas une question d'argent. Mais dans le cas de Malik, qui, je pense, manque peut-être de référence en Ligue des Champions, par exemple, manque un peu de bouteille, pourquoi pas aussi, d'un peu d'expérience. Je pense que pour Liverpool, Chelsea et d'autres, il ne serait pas contre l'idée de le voir évoluer peut-être 1 an ou 2 en PL, et si le joueur marche bien à Everton, soyez sûr que l'année suivante, Liverpool, Chelsea, City vont venir et mettront le pactole pour le prendre. Pour finir le volet mercato les amis, ce sont les joies du montage, parce que oui, ce que je vous dis là, c'est quelques minutes après ce que j'ai dit juste avant. Entre-temps, il y a eu une news sur RMC qui annonce donc un potentiel transfert pour l'OL. Je vous lis l'article donc signé par Fabrice Hawkins, donc via RMC. On apprend que l'Olympique lyonnais pisterait le gardien slovaque Dominik Grejf pour remplacer Lucas Perry. Alors je ne vous cache pas que je ne le connais pas bien du tout, je pense que je l'ai vu jouer peut-être l'an passé, mais je n'ai pas un souvenir de lui mémorable, impérissable. Donc qui est donc Dominik Grejf? Il a longtemps été doublure à Majorque en Liga, il est international slovaque, 28 ans, 5 sélections, on le sait. Slovaquie, pays de très bons gardiens, donc c'est compliqué de se faire une place évidemment. Et l'an passé, il a été l'un des grands artisans de la bonne saison de Majorque en Liga. Titulaire en 24-25, il a contribué à la belle 10e place des siens en championnat. Alors qui est-il précisément? Il est très peu connu du grand public, c'est vrai, il est assez grand, 1m97, et il fait partie des très bonnes surprises en Liga l'année dernière. Sur 31 matchs disputés, il a encaissé 34 buts, ce qui est plutôt correct, on va dire, et il a terminé 7 matchs sans prendre de but, donc 7 clean sheets en Liga. Et il y a un chiffre qui est vraiment intéressant, c'est que Dominik Grejf dispose d'un joli pourcentage d'arrêt avec, tenez-vous bien, 72,4% de parades réalisées. Le gardien slovaque n'a plus qu'une année de contrat avec Majorque, de quoi potentiellement obtenir une arrivée à moindre coût pour le club, désormais présidé par Michel Kang. Donc c'est un petit peu la breaking news dans la vidéo les amis, en temps réel. Donc l'OL serait intéressé par Dominik Grejf, grand gardien, très longiligne. Je ne sais pas ce qu'il vaut jeu au pied, il faudrait faire un petit peu une étude statistique affinée sur le cas du joueur. J'en ferai sûrement un point d'ici peu en vidéo. Mais en tout cas, voilà, grand profil, moindre coût, qui fait une belle saison avec Majorque. Alors il n'a pas tout le temps été titulaire avec son club. Encore une fois, c'est du projet un petit peu low cost, c'est vrai. Mais on sent que la cellule sportive vise des profils de gardiens, quoi, des profils assez identifiés, grands, qui ont fait une belle saison, qui sont forts sur la ligne. Intéressant. Maintenant, la question c'est est-ce que oui ou non, il collerait parfaitement bien au projet foot de Fonseca, où il faut être bon, je le redis, sous pression à la relance. Voilà pour la parenthèse, la grande parenthèse mercato. Tagliafico, Dominik Grejf, là à l'instant, ou encore Malik Fofana, autant de dossiers qu'on a vus ensemble aujourd'hui. On passe à la suite, on fait un point sur l'actu économique de l'OL, parce que oui, en ce 28 juillet 2025, l'OL a publié ses comptes de résultats pour 2024-2025. Et c'est assez intéressant, on peut le dire comme ça. Pas mal d'éléments qu'il faut analyser et balayer ensemble, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout d'abord, il y a un chiffre qui est, je pense, assez intéressant. C'est le chiffre d'affaires global pour l'OL en 24-25, qui s'élève à quelques 273,8 millions d'euros. Par rapport à l'année d'avant, c'est à peu près 87,6 millions de moins, ce qui n'est pas étonnant. On sait que l'an dernier,
l'OL a perçu des tranches de paiement via le deal CVC et la LFP, donc il faut retrancher ce montant-là au résultat actuel pour l'OL, donc un chiffre d'affaires qui baisse, c'est vrai, mais à niveau constant, si on prenait les chiffres sans CVC notamment, on aurait un chiffre d'affaires en hausse de plus 11,5 millions d'euros, donc à périmètre constant pour l'OL. Alors dans le détail, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que par exemple, la billetterie c'est quelques 35,1 millions d'euros pour la Ligue 1. En Europa League, c'est environ 7,7 millions d'euros, ce qui fait que si on cumule droit TV Ligue 1, donc 22,8 millions d'euros, plus billetterie Ligue 1, on est à peu près sur 60 millions d'euros. Et si on cumule la billetterie de Coupe d'Europe, donc de Ligue Europa, plus les droits TV UEFA liés à la Ligue Europa, on a à peu près une 31 millions d'euros. Donc ce qui veut dire que la Ligue Europa, l'an passé pour l'OL, a rapporté au total environ 31 millions d'euros. Je dis bien hors contrat de sponsoring qui sont aussi afférents et inhérents à la compétition. Ce qu'il faut aussi évidemment retenir, c'est que l'OL dépend très très fortement du marketing joueur. Si je prends la ligne des produits de cession de contrats joueurs, on est à 111,6 millions d'euros pour l'année 24-25. 111,6 millions d'euros, ce qui fait que si on arrondit à peu près à la louche, on est environ à 40% du chiffre d'affaires total du club. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que le montant des ventes de contrats joueurs de l'OL, c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires du club. Donc oui, l'OL a un modèle qui dépend très fortement du trading joueur, c'est pas une surprise, et le communiqué le dit bien. Quelques lignes plus tard, je vous lis l'extrait en question. La nouvelle équipe de direction avec sa présidente et son directeur général Michael Gerlinger s'engage dans une démarche de transparence et de conformité pour une gestion autonome d'Eagle Football Group. La direction et l'ensemble des équipes opérationnelles mettent tout en œuvre pour que le club performe au plus haut niveau sportif et également hors des terrains afin de restaurer confiance et crédibilité pour l'institution. La culture et le développement de jeunes talents, coucou l'académie, sont poursuivis avec un objectif de performance sportive puis économique. En parallèle, une discipline, écoutez bien, une discipline financière stricte va être mise en place avec notamment un objectif de baisse de la masse salariale. Pas de surprise, c'est la cure d'austérité que j'avais longtemps annoncée sur la chaîne en vidéo. C'est prévu, voilà, depuis très longtemps. On le sait, l'OL doit réduire la voilure, baisser les salaires, vendre des joueurs pour assurer un modèle économique et financier stable et pérenne. Et on a aussi une précision qui est intéressante et que vous devez entendre les amis, c'est que les droits économiques, je vous cite le passage qui le dit bien, les droits économiques de joueurs ont été cédés sur l'exercice 24-25 et seront enregistrés sur la ligne autres produits et charges opérationnelles courants du compte de résultat. Autrement dit, a priori, si je me fie à ce que dit le communiqué ici d'Eagle Football Group, les droits économiques de Thiago Almada, Enrique et Igor Jesus devraient logiquement, je dis bien entre guillemets logiquement, au conditionnel, apparaître dans les comptes de résultats consolidés d'ici quelques semaines, quelques mois pour l'OL. Et enfin, en toute fin de document, on a un paragraphe qui est super important. Je vous le lis parce que, là encore, il faut l'avoir en tête. Perspective de résultats de la saison 24-25. Le groupe anticipe un résultat très fortement déficitaire, tiens, comme c'est surprenant, pour la saison 24-25. Alors, les amis, là, c'est c'est de la prévision, mais dans mes estimations, j'avais anticipé un déficit sur l'année entre juin 24 et juin 25 d'à peu près 180 millions d'euros. On ne devrait pas être très loin. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera entre 150 et 200 millions d'euros de déficit. C'est une folie. Quand on y pense, le chiffre paraît tellement assourdissant. Vous imaginez, l'OL perd à peu près 200 millions d'euros sur une année, et on ne le dira jamais assez en ayant vendu des actifs à l'appel. Je rappelle que depuis que Textor a pris le club à l'époque, il a liquidé pour à peu près 400-500 millions d'euros d'actifs en valeur absolue. LDLC Arena, OL Reign, OL Féminin, ou encore différents actifs joueurs comme Barcola ou Loukeba. C'est de la folie pure. L'OL se porte moins bien aujourd'hui qu'il y a 3 ans, en ayant vendu tous les bijoux de famille ou presque. Bref, assez hallucinant. Enfin bref, on referme le dossier économique, on passe à la suite, c'est mon 3e thème de la vidéo, et je voulais parler avec vous les amis de tactique. J'adore le foot, j'adore la tactique, c'est l'une de mes grandes passions, j'aime bien parler de schéma, d'animation, de profil de joueurs, et là, je voulais un petit peu préciser ce que j'ai dit en vidéo avant-hier.
Je vous ai dit avant-hier que j'imaginais que l'OL devrait faire évoluer son plan de jeu. Parce que tu perds Cherki, tu perds Almada, tu perds 2 créateurs, 2 cautions techniques créatives, et forcément c'est compliqué de faire sans eux. Et qui dit compliqué dit que le projet de jeu doit forcément évoluer, partir sur autre chose. Je pense que l'an passé, on a vu le 4-2-3-1 de Fonseca, avec un créateur qui souvent était Almada ou Cherki, selon comment on les mettait l'un par rapport à l'autre, axial ou meneur excentré à droite. Mais dans l'optique où tu perds les deux, et que trouver un créateur, ça coûte très cher. Vous prenez les prix des différents créateurs en Europe qui sont pour l'OL a priori accessibles, c'est au bas mot 15-20 millions, ça coûte cher. Prenez le cas de Buonanotte, de Brighton, c'est peut-être 15 millions, 20 millions, c'est cher pour l'OL de maintenant. Donc il faut faire des choix. Et je pense que l'OL va sportivement, tactiquement évoluer, et ça c'est tout le travail de Fonseca qui va devoir faire évoluer tactiquement l'OL. L'an passé on a vu, sous Fonseca et Pierre Sage, un OL en 4-2-3-1 le plus souvent, avec un meneur qui parfois était Tolisso pointe haute, ou Cherki ou Almada, mais dans l'optique où tu perds les deux, Cherki et Almada, tu perds fortement en créativité. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc j'imagine pour vous les amis, je vous mets à l'écran le screen qui l'illustre bien, j'imagine, avec nos différents besoins, ce à quoi pourrait ressembler l'OL d'ici quelques semaines pour le premier match à Bollaert en Ligue 1 contre Lens. Alors voici à l'écran le 4-2-3-1 théorique que j'imagine à l'instant T pour l'OL, au vu des différents besoins et de l'effectif que l'on a sous la main. Alors je dis bien, attention, en théorie 4-2-3-1, et j'ai écrit en dessous du 4-2-3-1, OL sans ballon. Pourquoi ? J'en parle souvent en vidéo, on a trop tendance à dire 4-2-3-1, 4-3-3, et on se bute, on se borne là-dessus. En fait, un schéma tactique, un dispositif, ça n'a pas de sens. Le schéma, il évolue selon ce que tu fais, selon les différents moments du match, début de match, milieu de match, si tu mènes, si tu es mené, ça change, avec ballon, sans ballon, si tu es en bloc haut, en bloc bas, dans ton camp, dans le camp adverse, il y a tellement de phases de jeu qui font évoluer un schéma tactique, et on l'a vu, sous Fonseca, c'est extrêmement liquide. On commence sur un 4-2-3-1, comme à l'écran qui est relativement théorique, et au fil du match, il évolue, il change, et le 4-2-3-1 pourrait être a priori celui-ci, donc au cage, une recrue, qui pourrait être, pourquoi pas, Dominique Grave selon RMC. Devant lui, une ligne de 4 avec Tagliafico latéral gauche, Nakate, Mata et Maitland-Niles latéral droit. Dans le 4-2-3-1, un pivot double qui serait à l'instant T, alors c'est pas ce que moi j'aurais aimé, mais c'est ce qui va se produire, j'imagine, un pivot double Tessman plus Pierre Lesmelou, s'il vient à l'OL, je l'ai mis en rouge. Devant une ligne de 3 avec un ailier gauche qu'il faudra prendre et trouver si Malik partait en Angleterre. À droite, je pense qu'il faudra quelqu'un aussi si on n'arrive pas d'ici là à faire une recrue de qualité. Et un cran plus haut que Tessman et Pierre Lesmelou dans un rôle de pointe haute du milieu à 3. J'imagine Tolisso qui pourrait être un petit peu le voltigeur, celui qui va accompagner, qui va presser avec Mikotadze sans ballon. Je répète, sans ballon dans le 4-2-3-1 de Fonseca. Le coach aime bien avoir le numéro 9 et le théorique numéro 10 qui vont presser tous les deux les centraux adverses afin de rendre le plus difficile possible la relance de l'équipe d'en face. Donc 4-2-3-1 à l'instant T, théorique et sans ballon, je précise bien. Mais pour aller plus loin, et j'aime bien ce côté tactique, j'ai imaginé ce que pourrait être l'OL ce coup-ci avec ballon, je dis bien avec ballon, en 4-3-3. Donc sans ballon, 4-2-3-1, le numéro 10 et le 9 qui presse les centraux adverses. Et quand on a le ballon, l'OL passe en 4-3-3, avec ce coup-ci, donc pas de changement au cage, le gardien, une ligne de 4, et j'imagine Tolisso reculer un tout petit peu dans le cœur du jeu pour créer, pour venir soulager à la relance Tessman, pourquoi pas, et j'imagine Lesmelou se projeter un peu plus que Tessman, qui lui serait en pointe basse du milieu à 3 dans le trident. Et devant, le trio qui pourrait être la recrue, Mikotadze, sauf que, petite précision, vous l'avez repéré j'imagine à droite, comme ailier droit, je mets Maitland-Niles. Pourquoi ? En fait, je pars du principe que l'OL pourrait faire, je dis bien pourrait faire du low cost jusqu'à la fin du mercato. Et dans cette optique-là, je me dis, pourquoi pas, dans la tête de Fonseca, si on fait un petit peu de projection, imaginez que Mata puisse passer latéral droit, sa polyvalence pourrait aider à ce niveau-là, ce qui ferait monter d'un cran plus haut Maitland-Niles, qui était bon contre Hambourg en projection et pour attaquer l'espace, et donc j'intégrerai dans le schéma à 4 derrière Ruben Kluivert, qui pourrait être le central, qui vient accompagner Nakate. C'est une possibilité, si l'OL voulait faire vraiment du low cost, j'imagine que le 4-3-3 avec ballon
pourrait être celui-ci, ce qui veut dire que, grosso modo, si j'extrapole un petit peu ce que je vous dis là, durant quelques mois, l'OL devrait un petit peu faire du bricolage. Imaginez un ailier droit qui serait Maitland-Niles, à gauche une recrue, Miko en pointe, et ma foi, c'est pas non plus incohérent. C'est pas foufou, c'est pas extraordinaire, mais pour moi, c'est pas non plus incohérent, et c'est, je pense, possible, c'est imaginable, si l'OL n'a pas les moyens d'aller trouver un ailier en plus pour le côté droit, pour soulager l'absence de Nuama. Et quand je dis ça, je m'appuie sur l'article de l'équipe qui dit que l'OL ciblerait un gardien, un milieu de terrain qui serait Pierre Lesmelou et un ailier. Je dis bien un ailier. Donc là encore, est-ce que l'OL aura les moyens de faire 2 ailiers ou un? C'est toute la question. Si c'est un seul, je pense qu'il y a un monde dans lequel Maitland-Niles pourrait être l'homme à droite assez polyvalent. Ça, c'est le 4-3-3 avec ballon plutôt en bloc bas pour construire et sortir les ballons sous pression. Maintenant, en phase offensive, un peu plus haut, l'an passé, on l'a vu que l'OL pouvait parfois être animé non pas en 4-3-3, mais en 3-4-2-1, voire 3-5-2. Donc, j'ai imaginé pour vous, là aussi les amis, une projection, une animation avec ballon dans le camp adverse. Et voici à quoi on pourrait peut-être s'attendre d'ici quelques semaines avec l'OL de Fonseca. On aurait un 3-5-2, et dans l'animation en 3-5-2 que je mets à l'écran, j'imagine en fait une base à 3. En fait, il faut s'imaginer que Tagliafico passerait un cran plus haut, et comme sous Fonseca l'an passé, il aurait ce rôle de latéral gauche qui peut tantôt devenir un numéro 6, venir aider au pressing Tolisso, Tessman, ou se projeter un peu plus haut pour déborder, centrer, ou jouer encore plus haut, et venir sur un centre, mettre une tête plongeante, un bout du genou ou du pied. Voilà, moi je l'imagine comme ça, il est tellement intelligent et muable tactiquement qu'il peut être ce joueur voltigeur qui pourrait occuper l'espace gauche, rentrer dans l'axe et venir aider pour sortir les ballons, pour défendre, bref, profil tellement intéressant. Et donc une base à 3 derrière qui serait Nakate axe gauche, Kluivert axe central et Mata axe droit. Alors pourquoi? En fait, on partait de base sur un 4-3-3 en bloc bas, mais dans l'optique où on passe en 3-5-2, Mata se réaxerait, Tagliafico passerait un cran plus haut, et Ruben Kluivert serait le central qui, comme il l'a fait au Portugal à Casa Pia, devrait gérer la profondeur. Il est rapide, il est puissant, il est grand, je lui confierais, si j'étais coach de l'OL, la mission de gérer l'espace dans le dos de la défense. Je pense qu'il est le profil qui est le plus à même de le faire avec Mata dans cet effectif-là. Donc un schéma à 3 derrière et devant eux. Donc piston droit, on aurait Maitland-Niles qui reculerait un tout petit peu et qui viendrait comme Tagliafico à gauche bombarder le côté ou se réinsérer dans le cœur du jeu. Bref, brouiller les pistes, il le fait tellement bien lui aussi, hein. Maitland-Niles, il est extrêmement intelligent et qu'est-ce qu'il est bon tactiquement. On a la chance d'avoir deux latéraux qui sont hyper intelligents et hyper modulables tactiquement. Il faut en profiter, c'est pour moi évident. Et dans l'axe, dans le cœur du jeu, 3 milieux de terrain. Alors moi qui me pose question, c'est pas le trio que j'aurais imaginé et voulu pour l'OL. Tessman plutôt point de base, devant lui 2 relayeurs Tolisso et Pierre Lesmelou. Alors techniquement c'est propre, on a affaire à 3 bons footballeurs, c'est vrai, qui ont un bon pied droit, bien sûr. Là-dessus, pas de souci. Mais je reste convaincu qu'en termes d'intensité, de puissance, il manque quelqu'un. En fait, avec ballon, on va être bien. Tessman, Tolisso, Lesmelou, c'est propre. Pas de souci. Voilà, c'est un milieu de terrain qui est bien techniquement, mais par contre, quand le curseur va augmenter en termes d'intensité, de puissance, de dynamisme, ça va être difficile pour eux, je pense. Il faut quelqu'un qui puisse tenir l'engagement, être fort dans le 1 contre 1 physiquement. Alors, Pierre Lesmelou peut le faire, c'est vrai, il a ce côté bon récupérateur, il peut gratter les ballons, bien sûr, mais on n'a pas ce profil de joueur plus puissant, dynamique, qui peut, dans les transitions attaque-défense, casser une action et soulager l'OL, on l'a pas, et ça, pour moi, très clairement, c'est l'un des profils qui va manquer si on ne fait pas l'effort de trouver quelqu'un qui peut apporter de la puissance, dynamisme, verticalité, soit un profil de 6 pur qui pourrait faire le trio avec Tolisso et Lesmelou, ou un profil de relayeur box-to-box qui a un gros volume de jeu. Et là, moi, j'ai un candidat rêvé que j'évoque souvent en vidéo, c'est Mamadou Doumbia d'Antwerp, qui a un profil que j'aime beaucoup, très fort techniquement, un petit peu nonchalant, c'est vrai, mais tellement à l'aise pour se projeter, et très belle frappe de balle. On l'a vu dans l'animation en 3-5-2 que je mets à l'écran, ou en 4-3-3, peu importe. Pour moi, il y a un manque de créativité, c'est clair, c'est net. Il manque quelqu'un qui peut prendre le ballon et en espace réduit, où il y a peu de temps pour prendre une décision, faire une différence, par la passe, par le geste, par la frappe ou par le centre. On n'a pas ce profil-là. Il nous manque quelqu'un qui peut débloquer le compteur parce qu'il a la vision du jeu. On ne l'a pas. Tolisso, Lesmelou, Tessman sont des bons joueurs, techniquement rien à dire, mais je pense qu'ils n'ont pas ce profil pour être hyper à l'aise dans l'ultime tiers du terrain, là où en fait tout se joue.
tout se décide en temps réduit, en espace réduit. C'est ce qui me fait croire que dans le 3-5-2 animé avec ballon en bloc haut pour l'OL, il faudrait, je l'ai mis ici en haut à droite de l'écran en jaune, quelqu'un qui aurait pour mission de se réinsérer avec ballon dans le cœur du jeu, soutenir ici Mikotadze et apporter une touche de créativité qui, je le pense, dans l'effectif à l'instant T, dans le 11 que je mets à l'écran, manque vraiment dans cet OL-là. Ce qui fait qu'au final, si je reprends le 4-2-3-1 théorique sans ballon de l'OL, bon bah c'est pas déconnant. Il y a des profils intéressants, Mikotadze, Tolisso, Pierre Lesmelou, Tagliafico, Mata, bref, c'est pas déconnant en soi, mais je pense qu'il manque malgré tout, je l'ai dit avant-hier en vidéo, il manque des profils très spécifique. Et encore, tout ce que je vous dis là, pour moi, c'est le minimum du minimum. Un milieu de terrain plutôt dense, gros volume de jeu, un créateur devant qui pourrait faire une différence en espace et en temps réduit, c'est la base, quoi. Sinon, attention au manque de créativité et attention surtout aux difficultés en transition, attaque, défense, l'un des gros talons d'Achille de l'OL l'année dernière, notamment sous Pierre Sage. Attention à ça, priorité absolue de ce mercato estival à mes yeux. Voilà tout ce que je voulais vous dire les amis, mercato, dossier économique, tactique, bref, c'est extrêmement complet et je l'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, pensez au petit pouce, aux commentaires, activez la cloche et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour du prochain contenu. Ciao ciao, allez l'OL plus que jamais. Salut!